They may seem like great deals, but there is a high cost to fast fashion. Zara, accusée de faire travailler via ses sous-traitants des réfugiés syriens en Turquie et des enfants âgés de moins de 10 ans. Bonjour Antoine Gignot. 15 tonnes de vêtements de la célèbre marque danoise H&M partiraient chaque année en fumée. C'est ce que révèle une enquête. The term fast fashion has become a byword for kind of dodgy practices. Aucun scandale n'atteint la mode jetable. Inexorablement, les géants de la fast fashion amassent des fortunes. Comme Pretty Little Thing, la nouvelle griffe à succès auprès des millennials. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des robes à 15 €. Où est l'astuce? Cette robe coûte 15 €. Comment vous fabriquez cette robe pour 15 €? Eh bien, je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi? J'ai pas envie. Mais c'est votre robe, comment faites-vous? Je ne répondrai pas à cette question. Ah, c'est fini? Les marques de fast fashion ne veulent pas que l'on regarde plus loin que le bout du tissu. La fast fashion, c'est plus d'économie informelle, plus de précarité. De la naissance d'une robe dans un tourbillon frénétique. De la commande à la livraison, tout compris, ça prend 12 jours. À sa fabrication dans des ateliers de misère en plein cœur de l'Angleterre. I will be paid how much? After 2 weeks, 3 pounds per hour. Aux ravages causés par la production massive. Ils voulaient cacher les maladies créées par la pollution. Ils sont tous handicapés. Elle a seulement 26 ans. Tirer le fil de ces petites robes au prix si attractif, c'est exposer la face cachée de la mode à bas prix. La planète est submergée de vêtements. Environ 56 millions de tonnes sont vendues chaque année. En Europe, depuis l'an 2000, la quantité achetée a pratiquement doublé. L'industrie textile aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dollars. Elle augmente de manière exponentielle. Selon certains, elle a quintuplé de volume. C'est complètement dingue. On estime que d'ici 2030, l'industrie va encore grossir de 60%. Au milieu du siècle dernier, l'habillement représentait le tiers du budget des ménages. Aujourd'hui, c'est à peine 5%. Les coûts de production ont chuté et grâce à la fast fashion, la mode jetable, on peut renouveler constamment sa garde-robe. Aujourd'hui, la fast fashion définit tout le secteur textile parce que c'est elle qui rapporte le plus d'argent. La fast fashion, c'est le commerce de vêtements très bon marché qu'on renouvelle très rapidement. Il n'est pas rare qu'un consommateur ne porte jamais un vêtement qu'il a acheté. Vous le portez une fois ou deux, voire jamais. S'il n'y avait pas cette pollution extrême qui détruit les écosystèmes et les nappes phréatiques, s'il n'y avait pas cette production hautement toxique qui répond à une consommation effrénée, nous n'aurions pas besoin d'en parler. Des vêtements à prix bas, comme s'il en pleuvait. Et un désastre pour l'environnement. À l'origine de la mode jetable, une petite marque espagnole devenue un colosse. Zara possède plus de 2000 magasins dans près de 100 pays. Zara, c'est 65 000 nouveaux produits chaque année. Pour avoir un ordre de grandeur, normalement, dans l'industrie textile qui n'est pas fast fashion, on est plutôt à 5 000. Donc on est à plus de 10 fois plus de produits chaque année. 65 000 nouveaux modèles par an. Si on divise par 365, on est à 200 modèles par jour.
Tous les mois, ils renouvellent les 3/4 de leur assortiment. La concurrence, on estime que ce taux de rotation, il est plutôt au bout de 4-5 mois, en fait. Zara appartient à un groupe espagnol, Inditex, le numéro 1 mondial de la confection textile, qui pèse 26 milliards d'euros. C'est le leader en chiffre d'affaires, c'est le leader incontesté en termes de profitabilité, comparé à Uniqlo, comparé à Gap, comparé à H&M, qui sont ses principaux concurrents. Un géant plutôt discret. Zara est né à La Corogne, dans le nord de l'Espagne. Loin des fastes de Madrid et de Barcelone, la capitale de la Galice est une ville de taille moyenne. C'est pourtant ici que se trouve Inditex, la maison mère de Zara. En ville, aucun panneau ne l'indique. Le siège, surnommé le Cube, est un bâtiment anonyme de la zone industrielle. Zara, Bershka, Stradivarius ou encore Massimo Dutti, toutes les marques du groupe sont hébergées ici. Au Cube, en ce jour du printemps 2016, Amancio Ortega fête ses 80 ans. Le fondateur de Zara règne sur un empire de 7500 boutiques et 170 000 employés, qui génère près de 3 milliards d'euros de bénéfices annuels. Amancio Ortega est la 6e fortune mondiale. Allergique aux médias, il n'a jamais accordé la moindre interview. Zara a refusé de participer à ce film. Javier Caramello est le témoin privilégié des jeunes années d'Amancio Ortega. Il fut l'un de ses premiers associés, avant de fonder sa propre marque. Aujourd'hui, dans le milieu du textile, tout le monde veut être comme Inditex. C'est clair. Mais Inditex, ça vient du cerveau d'une personne. Et elle est irremplaçable. L'histoire de Zara, c'est la revanche des petits provinciaux galiciens contre le milieu du luxe. Dans les années 60, Amancio Ortega est un jeune couturier ambitieux, mais sans le sou. Il cherche l'idée géniale qui lui permettra de percer. En 1968, il se rend à Paris avec Javier Caramello. Nous, on avait eu peur de mai 68. On a préparé ce voyage un mois avant. Tout le quartier savait que nous allions à Paris. On n'était pratiquement jamais sortis de la Corogne, à part Barcelone. Et on avait peur de se perdre. À Paris, il y avait un salon de lingerie et de corsetterie très important à la porte de Versailles. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aller voir ça? C'était magnifique. À Paris. On était bouche bée, c'était impressionnant. Mais on ne rêvait pas encore à ce qu'allait devenir le groupe Inditex. Le voyage à Paris agit comme un déclic. Plutôt que de créer des modèles originaux, Amancio Ortega va s'inspirer de ce qui marche déjà. Dans un ancien garage, il ouvre son premier atelier. Ortega a commencé par fabriquer des robes. Nous n'avions plus peur. Nous nous sommes dit que nous allions regarder ce qui se faisait dans le monde entier pour fabriquer un produit qui corresponde vraiment à ce que les gens veulent. Ce qui fait rêver la clientèle, c'est le luxe. Le premier succès d'Amancio Ortega s'inspire d'un modèle haut de gamme vendu bien moins cher.
La mission que Zara s'est donnée, c'est de, comme ils le disent, démocratiser en fait l'accès à la mode, d'être ceux qui vont décliner les marques de luxe à destination du grand public, pour leur donner l'impression qu'ils peuvent faire partie en fait de cette mode qui est assez élitiste en fait à la base et à des prix abordables. C'est là qu'est véritablement le cœur de ce que Zara essaye de faire. Pour être plus rapide que la concurrence, Zara met en place un système unique. La marque possède pratiquement toute la chaîne de production, des usines aux boutiques. Elle peut alors imposer son rythme frénétique. Ortega a créé un système très strict qui consiste à ne pas perdre de temps, à simplifier au maximum. Zara peut mettre 4 semaines entre le moment où ils vont décider qu'un nouveau modèle doit être mis sur le marché et le moment où il va arriver en magasin. Chez les concurrents, on est en mois et on est plutôt à 5, 6 mois, 8 mois. Quand il a installé les magasins, il a cherché les meilleurs endroits au monde. À Paris, la première boutique, c'était à Opéra. Son bon sens lui a dit « Même si je suis bon marché, je vendrai bien plus au cœur des grandes villes que dans les petites villes. » Du bon sens, mais surtout des idées marketing de génie qui vont révolutionner le monde de la mode. Zara a vraiment pris l'inverse de la logique classique de l'industrie. Je préfère que le consommateur ait l'impression de manquer. C'est ce qui va faire qu'il va revenir chez moi parce qu'il va y avoir sans cesse des nouveautés. Toutes les semaines, il y a des choses à découvrir. Il y a une telle rapidité et une telle démultiplication des modèles, ça va inciter le consommateur à revenir. Ils vont réussir à créer un sentiment de rareté auprès des consommateurs et des consommatrices. C'est ce qui fait qu'il revient 17 fois chez eux, alors qu'à la concurrence, un consommateur, une consommatrice classique revient 3-4 fois dans l'année. Grâce à sa chaîne de production, la marque peut vendre à bas coût. C'est le pari de la fast fashion. Attirer la clientèle avec des prix peu élevés pour éviter le remords de l'acheteur. Le remords de l'acheteur, c'est quand on achète un produit luxueux de marque qu'on désire vraiment. Mais en rentrant chez soi, on regarde son compte en banque et on décide de ramener l'article en magasin. Donc pendant longtemps, les taux de retour étaient alors assez élevés. Les vendeurs se sont dit, tiens, et s'il n'y avait plus besoin de ramener les habits? Si tout était tellement bon marché qu'il n'y aurait plus de remords de l'acheteur. Pour une marque, vendre à bas prix permet d'avoir plus de clients plus facilement. Vendre à des prix plus élevés revient plus cher. Il faut construire une image de marque, un prestige qui justifie ces prix élevés, ce qui est très onéreux. C'est une dépense, un investissement que personne ne veut faire. La publicité coûte très cher. Zara ne fait pratiquement pas de publicité. Les emplacements au cœur des villes et les sacs des clients sont la meilleure vitrine de la marque. La fast fashion a changé notre rapport aux vêtements. Dans le passé, la mode obéissait à des codes stricts. Pouvoir bien s'habiller était un privilège de classe. D'un simple coup d'œil, on pouvait distinguer le riche du pauvre. C'était le temps de la dictature de la mode. La mode, elle existe depuis la fin du Moyen-Âge, mais la mode, elle ne concernait que les élites. Donc c'était un tout petit monde qui était dans le monde de la mode et de la séduction du paraître. Aujourd'hui, la mode, elle touche absolument tout le monde. Très bien. Avec la fast fashion, tout le monde aujourd'hui peut être à la mode. Ça, c'est extrêmement nouveau. La fast fashion, elle fait exploser le modèle de la mode en même temps qu'elle la dédramatise. Aujourd'hui, on ne s'habille plus pour être à la mode. On s'habille en fonction de ce qui nous va
et de ce qui nous plaît. Le vêtement, c'est ce qui nous représente. C'est l'image de nous-mêmes que nous projetons vers le monde extérieur. Grâce à ses prix bas, la fast fashion permet d'améliorer l'image de soi. Ça, c'est une veste Zara. Quand on porte une veste comme celle-ci, on veut souligner qu'on travaille dans un bureau ou dans la vente, qu'on est bien habillé comme une professionnelle et qu'on gagne sa vie. Je veux montrer que j'ai compris le code de ce à quoi je dois ressembler en tant que femme quand je suis dans la sphère professionnelle. Et cela signifie qu'avec les vêtements que je porte, je cherche à m'intégrer à un groupe. Je veux en faire partie. Au milieu du XXe siècle, j'aurais dû économiser plusieurs mois de salaire pour acheter une veste. J'aurais eu 1 ou 2 costumes pour mon travail. Et maintenant, avec la fast fashion, je peux facilement avoir 5 ou 10 de ces vestes. Pourquoi pas une pour chaque jour? Je peux en changer plus rapidement, les acheter et les jeter parce que je n'ai plus besoin d'économiser. Prétendre qu'on en a les moyens. Zara, la marque emblématique de la fast fashion, a montré la voie. La mode jetable, c'est la copie du luxe à bas prix. Zara ou H&M n'ont pas de produits iconiques. Les marques s'inspirent de modèles déjà existants qu'elles reproduisent le plus vite possible. Le modèle d'appui de la création des fast fashioners est souvent plutôt celui de l'inspiration, pour pas dire parfois celui qui surfe avec la contrefaçon. Connaît-on le nom d'un seul styliste issu de cet environnement, qui sont les sociétés par exemple du groupe Inditex, qui fonctionnent dans une logique de fast fashion? La réponse est non. On ne peut pas dire qu'on copie. On transforme tout. Et voilà. Quelle copie? Ce qu'on copie, c'est un mode de vie. Le besoin des gens. Dessiner pour la fast fashion, c'est produire à la chaîne. Au Cube, le siège de Zara, travaille une armée de 700 dessinateurs venus de toute l'Europe. Une armée tenue au silence. À leur arrivée, tous signent une clause de confidentialité. Il est rare que d'anciens collaborateurs dévoilent les secrets du géant espagnol. Pendant 3 ans, cette dessinatrice française a travaillé pour Inditex. Elle dessinait des jeans pour Bershka, la marque du groupe qui cible une clientèle plus jeune. Tout est orchestré pour qu'on ne perde pas de temps, en fait. Il y a des évidences, c'est sûr. On peut dire c'est copier-coller. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis partie, c'est qu'au bout d'un moment, ça va trop loin, quoi. Un rythme intense qui empêche de produire des modèles originaux pour chaque vêtement. Alors, les dessinateurs jouent aux espions au cours de voyages qualifiés pudiquement d'inspirationnels. Tous les designers voyagent pour s'inspirer. Donc on fait un shopping, donc on avait toutes nos boutiques à voir, donc soit des marques très haut de gamme, soit très conceptuelles, pour vraiment avoir les dernières tendances. On achetait des pièces qui nous semblaient indispensables en termes de forme ou en termes de tissu, et après les couleurs. Ou alors après, si on avait le Graal, on pouvait trouver le vêtement qui avait les 3. Quoi. Et essayer de le reproduire. Essayer de le reproduire. Les designers achètent les vêtements pour les adapter en version low cost, avec un cahier des charges bien précis. On avait des formations plusieurs fois par an sur la protection de l'image, pour bien mettre en lumière qu'il fallait faire attention.
On va pas être photocopie, quoi. Et donc, il faut avoir au minimum 7 points de différence pour pas avoir de poursuite, quoi. Il faut créer des différences. C'est ça. C'est compliqué, hein. Il faut être réactif à la mode, mais il faut pas la copier. Donc, c'est trouver le juste milieu, quoi. De temps en temps, un petit créateur se rebelle et traîne le géant espagnol devant les tribunaux. Mais peu d'affaires vont jusqu'au bout. Une marque a refusé de transiger. Comme son nom l'indique, Rains est une marque de vêtements de pluie. Cette entreprise danoise doit sa réussite à ses imperméables, vendus dans plus de 20 pays. Voilà les pièces à conviction. Daniel Brix, le fondateur, a dessiné le plus gros succès de la marque. Cet imperméable vert. On a fait cette photo quand on a découvert la copie. Ce sont des frères jumeaux qui portent le même imperméable. L'un des jumeaux a malheureusement acheté celui de Zara, tandis que l'autre porte le modèle original de Rains. À droite, l'original. À gauche, la version de Zara, produite à moindre coût. Le design a été volé, c'est sûr. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fabriqué quelque chose d'aussi similaire, alors qu'il aurait été si simple de le faire différemment, comme tout le monde. Dans ce cas précis, ils ont fait une copie conforme. Une copie pure et simple, sans les 7 différences imposées par les juristes de Zara. Un tel accident n'aurait pas dû avoir lieu. Le service juridique de la firme a tout pouvoir pour refuser un vêtement jugé trop risqué. À chaque fois qu'on faisait un logo ou un développement d'imprimé, on les montrait au service juridique pour savoir si normalement il n'y avait pas de problème. Et des fois, on avait des retours en disant « Attention, c'est trop similaire, c'est trop proche, on peut avoir des problèmes. » Et là, il faut retravailler le vêtement, quoi. Je me rappelle, nos équipes graphistes, ils devenaient fous, quoi. Cela coûte cher de défier le géant espagnol. Rains est une marque qui marche bien. Les Danois décident de porter plainte pour plagiat et d'y mettre les moyens. Une plainte comme celle-ci ne peut pas coûter moins de 300 000 €, voire plus. Donc oui, c'est plutôt cher. On a recruté des détectives privés en Chine pour obtenir des informations sur la manière dont ils ont dupliqué nos produits. 2 usines nous ont confirmé qu'un commercial avait donné des instructions pour faire le même imperméable que le nôtre pour Zara en Espagne. Au printemps 2020, après 3 ans de procédure, Zara est condamnée par la justice danoise. La firme va devoir rembourser le préjudice commercial et s'engager à ne plus copier la marque Rains. C'est pas propre à Inditex, c'est toute la mode qui est comme ça, quoi. Parce que c'est la demande. Parce que Zara a donné ce truc et parce que ça marche, parce que c'est rentable, parce que plein de choses, quoi. Le problème, c'est qu'on nous a inoculé le virus de la nouveauté. Pendant des millénaires et des millénaires, les gens ont vécu dans des sociétés où les choses se répétaient. On mangeait, on dansait, on s'habillait, on travaillait exactement de la même manière que les parents faisaient pareil que leurs propres parents, etc. Les gens vivaient sans aucun problème dans la répétition. Aujourd'hui, nous ne supportons plus la répétition. Nous sommes des drogués de la nouveauté, tout simplement parce que la tradition n'est plus légitime. Nous avons besoin de nouveautés pour nous sentir vivre et pour chasser l'ennui.
Pourquoi la nouveauté est-elle si importante? Parce qu'on est tout le temps exposé. Les réseaux sociaux, c'est ce qui compte désormais, puisque tout finit sur Instagram. Aujourd'hui, le consommateur de mode typique est jeune. C'est un ado ou un étudiant. Il se sent constamment observé, jugé. Les utilisateurs des réseaux sociaux vous épient. Les posts Instagram ne s'effacent pas. Vous ne pouvez pas être vu plusieurs fois avec les mêmes tenues. Donc en général, les vêtements sont achetés pour une ou deux occasions. Une pulsion d'achat irrépressible provoquée par les marques qui savent comment solliciter des zones bien précises du cerveau. Ces mécanismes cérébraux sont au cœur des travaux d'un chercheur américain spécialiste du cerveau, de l'acte d'achat et du neuromarketing. Cette zone juste ici s'appelle le striatum ventral, avec le noyau accumbens. C'est la partie du cerveau qui est associée au processus de récompense et d'émotion positive. Ce qui va faire qu'une personne réagit positivement à un produit, une entreprise ou une marque va se traduire par une activité dans cette zone. Il y a des récepteurs à dopamine dans le striatum ventral et le noyau accumbens qui sont activés lors d'expériences positives. Une grande partie de la recherche en neurosciences a cherché à identifier ces réponses cérébrales à la récompense. Plus les marques connaissent les mécanismes de notre cerveau, plus elles peuvent influencer nos achats. La fast fashion doit solliciter le circuit de la récompense. Si le prix est vraiment bas, surtout s'il est moins cher que d'autres articles similaires, c'est reçu comme un message positif et attrayant pour ce produit. Vous n'avez pas l'impression de perdre votre argent, mais au contraire, vous avez l'impression de faire des économies en achetant ce produit. La fast fashion joue sur un autre levier irrésistible, la rareté. Fabriquer peu pour donner envie d'acheter beaucoup. La rareté influence nos décisions en suscitant un sentiment d'urgence qui force les gens à prendre des décisions sous pression. De nombreuses études montrent que dans ce cas, les décisions sont prises sous le coup de l'émotion avec peu de facteurs rationnels. Les réseaux sociaux comme Instagram suppriment tous les points de friction qui pourraient vous faire réfléchir et refuser d'acheter. Les firmes qui ont créé ces applications ont embauché des pointures, pas seulement en informatique, mais aussi en psychologie et en neurosciences, afin de développer ces applis pour déclencher une réponse émotionnelle forte, notamment la réponse dopaminergique du cerveau, qui va rendre l'expérience addictive et donner envie aux gens de revenir et d'utiliser l'appli encore et encore. Nous passons entre 2 et 3 heures par jour devant notre téléphone. Un utilisateur sur 2 a une application de shopping. Il y a un mécanisme de drogue, c'est assez frappant. Les gens achètent des quantités, on dit mais vous les portez quand? Internet, c'est le nouveau centre commercial. La jeune génération achète sans arrêt, parce qu'elle est constamment en ligne et qu'elle n'arrête pas de cliquer. Votre carte bleue est enregistrée dans votre téléphone. Vous voyez un produit, vous cliquez et il est livré chez vous. On est dans la théorie des dealers et des consommateurs de drogue. Qui faut-il incriminer? Est-ce qu'il y a des consommateurs parce qu'il y a des dealers? Est-ce qu'il y a des dealers parce qu'il y a des consommateurs? On est dans ce mécanisme, mais pour l'instant, les dealers vont très bien. Une frénésie d'achat qui touche également les hommes. Et notamment les plus jeunes d'entre eux, aussi accros que les filles. Oui, ça m'a surpris. Eux diront le contraire. Mais les garçons sont tout aussi à la pointe de la mode et tout aussi actifs sur les réseaux. Ils sont plus dans la tendance sport, loisirs. Pour l'industrie textile, leurs dépenses sont aussi importantes que celles des femmes.
C'est la ruée sur Internet. Fini les essayages en magasin. Avec la vente en ligne, le client commande, se fait livrer et renvoie le vêtement s'il ne lui convient pas. C'est simple et surtout ça ne coûte rien. Sur la plupart des sites, la livraison et les retours sont offerts. La demande explose et les grandes villes suffoquent. À elles seules, les livraisons représentent 10% des émissions de gaz à effet de serre de tous les transports. La livraison offerte n'est pas un cadeau pour la planète. La mode en ligne, c'est un tiers des livraisons. La livraison n'est jamais gratuite et ce terme de livraison gratuite nous énerve parce que du coup dans l'esprit des gens, ils ont un petit peu l'impression qu'à partir du moment où ils ont acheté leurs vêtements, lorsque vous voulez, sur Internet, il va se téléporter et arriver comme par magie en bas de chez eux un beau jour. Ça nous fait disparaître de l'équation totalement. Quand vous commandez 4 fois le même produit mais de tailles différentes, ça a un impact écologique. Ce qui est le plus polluant, c'est la livraison en 24 heures. Le véhicule qui va être livré va être quasiment dédié à cette livraison. Donc le coût, en termes de pollution, est plus important. Un vêtement jetable, travail jetable. La livraison express repose sur une légion de travailleurs précaires. En région parisienne, plusieurs plateformes de distribution fournissent de grandes marques de fast fashion. Cette plateforme a refusé d'ouvrir les portes de son entrepôt. Nous tentons d'approcher les livreurs. T'es chargé à bloc. Ouais. T'as combien de colis là? 40. C'est que des fringues? Ouais, c'est que des fringues. Zara et H&M. Vous cherchez du monde ou pas? Ouais, ils cherchent toujours du monde ici. Ils cherchent toujours du monde? Ouais, toujours. Les conditions, c'est quoi? Auto-entrepreneur, il faut venir ici avec sa voiture tous les jours? Ouais. La voiture, elle n'est pas fournie? Avec le véhicule personnel. C'est combien la journée à peu près? Ça dépend, franchement ça dépend. T'es payé au colis? Non, à la tournée. D'accord. Et tu fais combien d'heures pour une tournée à peu près? 6 heures, 7 heures. Tu gagnes combien pour ça? C'est 78 €. 78 €. Et si jamais ça dure plus longtemps, t'as une indemnité, non? Non. Tu les achètes où, les camions là, de la poste, ça? T'achètes ça où? Là, c'est un garage. Et tu payes combien, ça? 3 000 €. 3 000 €. Mais pour amortir, c'est long, quoi. Ouais, ça va. Et l'essence, c'est pour ta pomme? C'est-à-dire 78 € et tu dois quand même payer la... Oui. En essence, ça coûte combien par jour à peu près? Ça dépend des fois combien ils 10 10 €. €, tu t'en sors? Et les amendes, c'est pour ta pomme forcément, quoi. Ouais. Et tout, quand t'as une panne avec ta bagnole ou quoi que ce soit? C'est toi, C'est toi et toi. Un accident... T'es assuré normalement, c'est Ouais, bien sûr, mais après tu peux pas bosser, quoi. Ouais, t'es entrepreneur, travailler à ton compte. Lorsque vous transportez une marchandise en France, quelle que soit la marchandise, vous devez avoir une licence de transport à partir du moment où vous la livrez avec un véhicule motorisé. Ces auto-entrepreneurs-là, ils n'ont absolument pas de licence pour livrer. Donc ils sont dans l'illégalité. Il faut une autorisation ou un truc comme ça, une licence pour faire livreur? Il me semble pas. En tout cas, ici, il n'y a pas de problème. Pas besoin. Il n'y a pas un problème de licence? Non. Bizarre, toi, t'es de l'inspection du travail, toi. Tu déranges tous les livreurs et tu poses des questions bizarres. C'est pas normal. Ne pose pas des questions aux livreurs. Pourquoi? Ça sert à rien. Ils savent rien du tout, les livreurs. Ils savent rien du tout.
personne ne veut être responsable. Zara va vous expliquer qu'il a confié ses livraisons à un prestataire et après, il se débrouille. Et puis, le prestataire en question, la plateforme, va dire que elle n'est pas responsable puisqu'elle travaille avec des auto-entrepreneurs et pas des salariés. Donc, c'est pas à elle d'assurer le contrôle. Donc, tout le monde s'en lave les mains et les gens sont livrés. Alors, c'est sûr que le client, pour lui, c'est indolore, invisible. Savoir quel est le statut social de la personne qui lui a livré son colis, savoir s'il est polluant, pas polluant, s'il a une licence, pas de licence, c'est le cadet de son souci, du moment que le colis arrive en bon état et à l'heure. Au printemps 2020, en pleine pandémie de Covid-19, le groupe Inditex annonce la fermeture de 1200 boutiques dans le monde. La maison mère de Zara souhaite encore renforcer la vente en ligne. Pour les leaders historiques de la fast fashion, il y a urgence à faire évoluer le modèle. Les sociétés qui ont fait le pari de vendre exclusivement en ligne sont en pleine expansion. Encore plus réactives et encore moins chères, elles inventent l'ultra fast fashion. Les nouvelles marques d'ultra fast fashion comme Boohoo, Pretty Little Thing, Missguided s'adressent exclusivement aux jeunes. Ils vendent encore plus et pour encore moins cher que les marques de fast fashion. Pour une robe à 17 € chez H&M, vous en avez une à 5 € chez Missguided. Tout est à 5 €. Le nom de Boohoo est peu connu du grand public. C'est pourtant un géant de la fast fashion en ligne. En 2019, le chiffre d'affaires de cette marque anglaise a frôlé le milliard d'euros. Le groupe Boohoo possède sa propre ligne, mais aussi d'autres marques, dont Pretty Little Thing. Des vêtements simples et tape à l'œil, vite portés, vite jetés. Faire cette robe, c'est la mettre dans la machine à coudre et faire bzzn, bzzn. Vous voyez bien que ça n'a pas de forme du tout. C'est un sac. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est ça que veut le public. Le public réclame, exige des produits moins chers, moins chers. Sur le site de Boohoo, cette robe est vendue 9 €. À ce prix, on pourrait croire qu'elle provient d'un atelier asiatique. Pourtant, ce vêtement a été fabriqué en Europe, au Royaume-Uni. À Leicester, une ville ouvrière de 300 000 habitants au centre du pays. Jusqu'aux années 70, Leicester était la capitale de la bonnetterie anglaise et exportait ses produits textiles dans le monde entier. De grosses usines employaient des milliers d'ouvrières. Historiquement, l'industrie textile a toujours été importante à Leicester. Elle a décliné dès les années 60 et surtout dans les années 90, quand une part importante de la production a été délocalisée en Asie du Sud-Est. La production a repris à partir de 2008. Leicester est devenu le plus gros centre de production de fast fashion au Royaume-Uni. On constate que la taille des ateliers a considérablement diminué. Auparavant, on avait des usines qui pouvaient employer des milliers d'ouvriers. Aujourd'hui, les ateliers ont une moyenne de 20 salariés, ce qui a d'énormes conséquences sur le secteur. L'industrie textile est revenue à Leicester avec dans ses bagages des conditions de travail dignes du tiers-monde. Le quartier des ateliers est un monde fermé,
où les caméras ne sont pas les bienvenues. À Leicester, dès que les gens voient une caméra, il y a au moins 100 coups de fil en 15 minutes. L'homme qui nous permet de filmer s'appelle Saïd Khilji. Originaire du Pakistan, c'est l'un des entrepreneurs les plus importants de la ville. Ici, c'est notre atelier de confection. Combien d'ouvriers travaillent ici? 92. C'est un des plus gros ateliers de Leicester. Toute la fast fashion se fournit à Leicester. À Leicester, on produit comme nulle part ailleurs au Royaume-Uni ou même en Europe. Leicester peut livrer n'importe quel vêtement en un temps record. Leicester, c'est la capitale de la mode. Les fabricants sont revenus à Leicester pour son emplacement, au centre de l'Angleterre. Pratique pour gagner du temps. Le temps, c'est l'obsession de Saïd Khilji. Il développe sa propre griffe tout en fournissant des marques anglaises de fast fashion. Si vous voulez réussir ici, vous devez livrer très vite. Ce vêtement-là sera terminé dans 1 heure. Une marque nous envoie l'image d'une robe qui leur plaît et nous demande de faire quelque chose de similaire. On est à proximité du client. Quand le modèle est prêt, on livre le jour même. On est les plus rapides. Par exemple, pour faire le même échantillon en Chine, il faut envoyer l'image au fournisseur chinois. Même s'ils font le vêtement en 1 journée, il faut ensuite qu'ils l'expédient. La poste, ça prend 4 ou 5 jours. Quand ils l'ont reçu, ils donnent leur avis le lendemain et en cas de modification, il faut renvoyer le modèle. Ça va prendre encore 10 jours. Ils auront perdu 2 semaines juste pour l'échantillon. 2 heures à peine après avoir reçu la demande, l'échantillon de la robe est prêt pour l'essayage. Voilà l'échantillon, mais le tour de cou est trop petit, ça coince. Alors on va modifier ça tout de suite. Une fois que c'est fait, quand l'échantillon est parfait, on peut l'envoyer au client. J'écris échantillon et c'est prêt. Je vous ai posté le modèle. Dès que vous le recevez lundi, donnez-nous votre feu vert avant midi. Voilà, le modèle est parti, en express. Dès qu'on a leur accord, on lance la production. Tout le processus, de la commande à la livraison, c'est 12 jours. C'est l'atout maître de Leicester, de notre industrie. Offrir des services très rapides, des livraisons express. Le tissu ici, on en a toujours en stock. Alors si le client a un besoin urgent, on peut y répondre en 2 semaines. Donc chaque jour compte? Chaque heure compte. Alors une journée... Ici, on compte en heures ou en minutes, pas en jours. Des vêtements dessinés, produits et livrés en 2 semaines, 2 fois plus rapidement que Zara, à des prix imbattables. Mais cette efficacité se paye au prix fort. Le quartier des ateliers est devenu une zone de non-droit en plein cœur de l'Angleterre, avec son système opaque de sous-traitance en cascade. Au sommet, il y a un tout petit nombre de marques très puissantes qui passent des commandes à un grand nombre de sous-traitants,
qui courent après de petites commandes tous les jours, ce qui génère beaucoup de concurrence et fait chuter les prix. Les sous-traitants sont obligés de prendre toutes les commandes possibles, même s'ils n'ont pas la capacité d'y répondre. Et c'est là le problème. Parce qu'ils vont devoir sous-traiter le travail à un deuxième atelier, voire à un troisième, où les conditions de travail seront pires que dans le premier atelier. Sur les devantures des ateliers, les offres d'emploi ne manquent pas. Brodeur, couturier ou coupeur, ici, c'est l'embauche express. Tania est journaliste. Équipée d'une caméra cachée, elle va nous ouvrir les portes des ateliers de Leicester. I'm looking for a job. Do you know if somebody here is looking for somebody? I learn very quickly, so I'm looking for a little job. I don't know, packaging, sewing. How many time here? In Great Britain? Yeah. Only for some weeks. So do you know somebody who is looking for some workers? You know, it's Thai. 1 week, yeah? It's good work, no problem. Okay. Okay. But this one you raise is cash, no transfer money. You know any problem? And you no problem, no. Come. Like this one, keep. Okay. Les fenêtres sont obstruées. Le local, en plein hiver, n'est pas chauffé. D'office, le patron impose une période d'essai, non rémunérée. You can just 1-2 weeks is Thai. It's a learning, ladies. After 2 weeks, 3 pounds. 3 pounds per hour. Yeah. 3 € de l'heure. C'est illégal. Au Royaume-Uni, ce n'est même pas la moitié du salaire minimum. How much hours should I You would work? like, no problem. 10, 12 or 14. Even 14? Yeah, no problem. It's no problem. So I can... If you're happy, no problem. At what time should I come here every morning? 8 o'clock. Okay. 6 o'clock finish. 8 o'clock till 6 o'clock. Okay. Can I start? Yeah, no problem. You can see Today, really? Yeah. I will try. This one, it's not in... Pour toute formation, une démonstration sommaire de la machine à coudre. But I have 2 weeks to learn it, to learn to do it. This one is top, yeah? And what is this? Skirt. Skirt. Okay. Heureusement, les vêtements de Leicester sont faciles à coudre. That's all? Easy. Arrivée depuis quelques heures, Tania, couturière novice, fabrique des jupes, gratuitement. It was my first one, so there is a problem. No, this is all right. It's all right? Yeah. Bon, il y a beaucoup de défauts, mais apparemment c'est pas grave. On s'en fout royalement. Ces jupes seront vendues en ligne par une des marques les plus importantes de la fast fashion. Pretty little things. Pretty little things. Pretty Little Thing est une des marques du groupe Boohoo. Les jupes que fabrique Tania sont vendues 15 €. À Leicester, la moitié de la population est d'origine étrangère. Une main-d'œuvre peu éduquée, précaire et fragile. Hello. Morning. Do you speak English?
Ah, okay. I just said morning. What language do you speak? Dans les ateliers de confection, on ne sait jamais quand finit la journée. Tout dépend des commandes. Are you tired? Yeah. Every day you finish at 6 o'clock? No, 6, 7, 8. Depend work. And Saturday? 8 to 4, 4 o'clock. And Sunday? It's closed. Il est à peine 13 heures quand, soudain, le travail s'arrête. Sorry? Finish. Today for all the day? Yes. Why? No, this document sample no copy. Ah, so it's finished today? All. Everybody? Yes. Pas de commande. Les ouvrières payées à l'heure sont renvoyées chez elles, sans compensation. La fast fashion engendre plus d'économies informelles, plus de précarité. Les ouvriers travaillent dans un système informel de contrat à 0 heure. Donc ils n'ont jamais de contrat. So see you tomorrow? Yes, see you tomorrow. Bye, Tanya. Bye. Les ouvriers ne travaillent qu'à la commande. Ils sont payés uniquement lorsqu'il y a des commandes. Souvent, quand ils arrivent le matin, on leur dit qu'il n'y a pas de travail et on les renvoie chez eux. Cela crée une grande incertitude pour les ouvriers et leurs familles quant à leurs revenus. En fin de compte, tous les risques pris par la chaîne de sous-traitance se retrouvent sur les épaules des ouvriers. Le taux de pauvreté est très élevé à Leicester. Hello. How are you? But no work. There is no work for today? No. Really? Yeah, And why? I send a message. In time is slow time. Ah, it's slow time. So there is nobody? No. I just wanted to ask you something. I looked internet. Minimum wage in Great Britain, it's about £7. 7 pounds? So, and not 3. No. This one is good worker, experience. But with learner, no. Learning very big problem. 5 months. After 5 months? Yeah. Here, the people, they earn how much No, money? I don't know. Boss asked me, I don't know. What is the name of the brand? Sorry? What is the name of the brand? Listen, I have not lot of time. Too much question, yeah? Sorry. Okay. Bye. Les ateliers de Leicester ont mauvaise réputation. De nombreuses marques refusent désormais de s'y approvisionner. Mais pas le groupe Boohoo et sa marque Pretty Little Thing. Une marque en plein essor. En 2019, ses ventes ont doublé, avec un chiffre d'affaires de près de 400 millions d'euros. De quoi partir à la conquête de l'Amérique, en s'offrant les services de Jennifer Lopez. You already know who it is, and I'm doing my thing in Pretty Little Thing. Pretty Little Thing n'a pas souhaité nous recevoir. Nous nous invitons à l'ouverture du showroom parisien de la marque pour rencontrer son PDG. Oumar Kamani, 32 ans, est le fils du fondateur de Boohoo, Mahmoud Kamani. Grâce à Boohoo, le père est devenu milliardaire. Entouré de ses gardes du corps, le fils joue la pop star. Avec Pretty Little Thing, on veut être plus qu'un simple site web.
On veut être un style de vie. On veut donner de bonnes valeurs à nos clients. Si vous avez une fille, on pense que Pretty Little Thing est une source d'inspiration positive pour les filles. J'ai avec moi une robe à 15 €. Comment vous faites pour fabriquer une robe à ce prix-là? Fabriquée en Grande-Bretagne? Eh bien, je répondrai pas à cette question. Pourquoi? J'ai pas envie. Pourquoi? Mais c'est votre robe, comment vous faites? Je ne répondrai pas à cette question. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas obligé de répondre, si? Je pose une simple question. Demandez à quelqu'un d'autre. Mais c'est vous le patron. Demandez à quelqu'un d'autre. Nous savons que cette robe a été fabriquée par des travailleurs qui touchent la moitié du salaire minimum. Napper. Napper. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est fini? Après cette première rencontre mouvementée, la marque nous écrit. Elle affirme que tous les ouvriers textiles travaillant pour Pretty Little Thing sont traités équitablement et qu'ils perçoivent au moins le salaire minimum. Boohoo was accused of using sweatshop factories in Leicester over the weekend. It emerged a hedge fund. Juillet 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Leicester fait la une de la presse anglaise. Poor working conditions in garment factories have contributed to the spread of coronavirus in the English city of Leicester. Tonight they're investigating claims of modern slavery in this city. Les fournisseurs de boohoo auraient contraint leurs employés à travailler sans précaution sanitaire pour la moitié du salaire minimum. Des conditions de travail qui auraient favorisé la progression de l'épidémie. Je suis outrée et en colère qu'en Angleterre, des travailleurs de boohoo soient payés seulement 3,5 livres de l'heure et soient forcés de travailler dans des conditions inacceptables. Au XXIe siècle, il n'y a plus de place pour l'exploitation et l'esclavage moderne. Nous avons mis en place une commission intergouvernementale à Leicester pour lutter contre ce fléau qui frappe le secteur du textile. La direction de boohoo se dit choquée par les révélations et reporte la faute sur les sous-traitants. La valeur boursière du groupe dégringole de près de 2 milliards d'euros. Une crise de courte durée. Quelques mois plus tard, le groupe annonce à nouveau d'excellents résultats. Produire des vêtements à bas prix a un coût environnemental très élevé. Le textile serait la deuxième industrie la plus polluante au monde, après le pétrole. Pour une tonne de textile, il y a 200 tonnes d'eau polluée. Le ratio, c'est 1 pour 200. Si on n'améliore pas les technologies d'épuration, plus il y aura de commerce, plus il y aura de pollution. Si l'industrie textile croît de 60% dans les 10 ans qui viennent, il faut s'attendre à 60% de pollution supplémentaire. Sous la pression de l'opinion publique, l'industrie textile veut changer de visage. Dans les salons des professionnels, la couleur de rigueur, c'est le vert. Du bio, du responsable, du recyclable, la mode écolo est déclinée sous toutes les coutures. Un tissu symbolise ce virage, la viscose. La fast fashion raffole de cette soie artificielle très bon marché.
Cette robe rouge de la marque Assos et le fourreau motif serpent de Bouhou sont composés à 95% de viscose. Fabriquée avec de la pulpe de bois, la viscose est vendue comme la fibre écolo par excellence. Les fabricants promettent qu'elle est bien moins gourmande en eau que le coton et qu'elle ne monopolise aucune zone cultivable. Alors ça, c'est le bois. Vous le transformez en pulpe, puis en fibre. Voilà de la viscose, la fibre de cellulose. Avec ça, on fait du fil et avec le fil, du tissu. Nous contrôlons la provenance du bois qui est certifié durable. Tout cela permet d'avoir un produit naturel. La viscose est un produit vert. La viscose est fabriquée par une poignée d'entreprises dans le monde. Parmi elles, le groupe Birla, un conglomérat indien qui pèse 40 milliards de dollars. Inditex, H&M, Assos, les plus grands noms s'approvisionnent chez Birla. We believe that the planet comes first. Our philosophy of forest to fashion ensures that while we La viscose, si l'on en croit Birla, c'est un bienfait. what's good for the planet is what's good for us. Seulement, pour parvenir à transformer du bois en tissu, il faut de nombreux produits chimiques. L'un des plus dangereux est un solvant hautement toxique, le disulfure de carbone, le CS2. Then the addition of a liquid called carbon bisulfide causes another chemical change. C'est vendu comme un produit vert. Est-ce que c'est un mensonge? Oui, c'est un poison extrêmement intéressant. Le danger provient des émanations de CS2. Pour fabriquer la cellulose, qui donnera le fil de viscose, la pâte à bois est plongée dans un bain d'acide sulfurique, puis on ajoute le CS2. Quand la cellulose entre en contact avec l'acide sulfurique, le CS2 s'évapore. Malheureusement, l'évaporation a lieu dans l'atelier où les ouvriers travaillent, et ça se répand dans l'air. Les premières victimes recensées du CS2 sont des ouvriers français de l'industrie du caoutchouc. Le docteur Paul Blanc les a exhumés de revues médicales du 19e siècle. Ce médecin du travail américain est devenu l'historien attitré de la viscose. Dès 1850, il était évident que le disulfure de carbone était un produit extrêmement dangereux pour les ouvriers qui le manipulaient. Après des jours ou des semaines d'exposition au produit, les gens devenaient fous, ils devenaient cinglés. Au début du XXe siècle, toute l'Europe se lance dans la production de soie artificielle. Et partout où l'on fabrique de la viscose, le CS2 provoque les mêmes ravages. La proportion de gens atteints de symptômes neurologiques, d'excitabilité ou d'hallucination est sidérant. De 1 sur 10 à 1 tiers sont atteints. Ça n'a jamais été un secret, ce n'était pas caché. Mais il y a un phénomène d'amnésie cyclique. On découvre quelque chose et puis on l'oublie. Une amnésie sciemment entretenue par les industriels. Il existe très peu d'études médicales d'ensemble sur les effets du CS2. En Inde, dans l'état du Madhya Pradesh, la ville de Nagda abrite l'usine historique du groupe Birla. Fondée en 1956, c'est une ville dans la ville. 5000 ouvriers y travaillent, jour et nuit.
Les journalistes n'y sont pas les bienvenus. J'ai travaillé au fourneau dans la production de CS2. Il faut vraiment fuir dès qu'on entre en contact avec le CS2. Il faut courir, prendre l'air. Sinon, on perd connaissance. C'est très dangereux. Il suffit qu'on s'approche une fois du CS2 pour ne pas pouvoir se débarrasser de l'odeur pendant 10 jours. Ça sent vraiment mauvais. L'odeur reste. Si tu passes 8 jours exposé au CS2, tes vêtements puent pendant 6 mois. Le docteur Paul Blanc a recensé les pathologies causées par le CS2. Maladie des yeux, perte de la fertilité ou problèmes vasculaires. Après la Seconde Guerre mondiale, on a découvert une nouvelle conséquence terrible de l'exposition prolongée au CS2. Cela affecte le système vasculaire. Ça touche le cœur et le cerveau. Pour mes travaux, je me suis rendu au Pays de Galles, où se trouvaient ces grandes usines. J'ai reçu des témoignages disant « Mon père est mort à 42 ans d'une crise cardiaque. Il travaillait à l'usine et on n'a jamais touché un seul centime. » Achak Porval a commencé à travailler chez Birla en 1981. En juin 2019, il est victime d'un infarctus, selon lui, lié à son travail. Oui, je les considère responsables. C'est à cause de l'entreprise que j'en suis là. L'attaque que j'ai eue est due à l'entreprise. Je récoltais la viscose, je la filtrais. Avez-vous reçu une formation avant? Non, on m'a fait travailler sans formation. Ils m'ont dit, allez-y, travaillez. On travaillait avec nos mains. On filtrait le CS2 à la main avec du tissu. L'entreprise ne m'a jamais rien dit. Aucun officiel de l'entreprise ne m'a jamais rien dit. On m'a dit que faire ce travail ne présentait aucun risque. À 58 ans, il est en congé maladie non rémunéré pour une durée indéterminée. Y a-t-il des maladies professionnelles liées aux activités de Birla? Birla nous affirme que leurs activités n'ont aucun impact sur la santé des ouvriers ou des riverains du site de Nagda. Difficile de le vérifier. Birla soigne ses employés dans son propre hôpital. Les cas les plus légers sont renvoyés vers l'hôpital public de la ville. C'est dans cet hôpital que travaillait le docteur Chola. Pendant 40 ans, ce chirurgien en était le médecin-chef, témoin privilégié de l'omerta qui protège Birla. Les cas graves sont traités dans leur propre hôpital. La direction ne veut pas qu'ils aillent dans l'hôpital de la ville, parce qu'ils seraient vus, on le saurait. Ils ont voulu dissimuler l'existence de maladies dues à la pollution. Jusqu'à son départ en 2004, le docteur Chola était l'autorité médicale qui aurait pu déclencher des études sur la santé des ouvriers de Birla. Mais il ne connaissait même pas l'existence du CS2. Vous a-t-on informé sur les effets du CS2 sur le corps humain? Non, rien. Rien de spécial. Et ils ne m'ont rien dit. Selon vous, existe-t-il des études médicales d'ampleur sur les ouvriers de l'usine? Non, non. On ne m'a jamais confié ce travail. Ils interdisent à leurs employés de faire des déclarations qui iraient contre l'usine. S'ils savaient que nous faisions ce genre de choses dans notre hôpital, ils diraient aux ouvriers « N'y allez pas, nous vous soignerons dans notre hôpital ». Ils ne nous ont jamais donné l'occasion de documenter quoi que ce soit. Cela aurait donné une mauvaise image de l'entreprise. Changing Markets, une ONG environnementale européenne,
enquête depuis 2017 sur la production de viscose. L'ONG a fait analyser des échantillons d'air prélevés autour de l'usine. Elle a trouvé des taux de CS2 125 fois supérieurs aux normes internationales. Birla conteste et affirme les respecter. Abhishek Shourazia est l'un des rares citoyens de Nagda à dénoncer la pollution liée à l'usine. Étudiant en droit, il a porté plainte contre le géant de la viscose. En fait, ils interdisent aux gens de venir dans l'usine. Ils veulent dissimuler les choses aux yeux des gens. Personne n'ose agir contre eux. Ils ont le bras trop long. La plainte de l'étudiant alerte les autorités de l'État du Madhya Pradesh. En janvier 2020, l'agence de contrôle de pollution inspecte l'usine Birla. Le rapport des inspecteurs est inquiétant. Sur le site, ils constatent l'odeur caractéristique du disulfure de carbone. La maintenance de l'atelier, qui produit le CS2, n'est pas jugée satisfaisante. Plus grave, depuis 2018, l'usine a l'obligation de transmettre aux autorités les taux de pollution en temps réel. Or, les inspecteurs relèvent que le système n'est pas opérationnel. Les autorités ordonnent à l'usine de prendre des mesures. Mais surtout, pour la première fois, elles exigent une étude des effets de la pollution sur la santé des ouvriers en pointant du doigt le CS2. Birla affirme que les odeurs n'étaient pas liées au CS2. Le défaut de maintenance ne serait qu'un simple problème de nettoyage. Quant au système de transmission des taux de pollution, il serait aujourd'hui 100% opérationnel. En aval de l'usine, le long de la rivière Chambal, 20 000 habitants vivent dans une vingtaine de villages. Parmar-Kedi est l'une de ces communes situées à 4 km de l'usine. Depuis des années, les villageois dénoncent les problèmes de santé qui se multiplient. Les plaintes des habitants ont finalement été entendues par les autorités. Ce jour-là, pour la première fois, des médecins ont été dépêchés pour venir ausculter les habitants. Parmi les patients qui se bousculent, ce père venu avec ses 2 fils handicapés. Ces enfants étaient en bonne santé. Avant, ils marchaient, ils allaient à l'école. Celui-ci allait à l'école à pied jusqu'en 6e. Cela prouve bien que ses muscles fonctionnaient normalement. Mais petit à petit, il n'a plus réussi à marcher. Et à présent, il est handicapé. C'est arrivé d'un seul coup. Il marchait comme ma fille. Vous voyez la fille là-bas? Il marchait aussi bien qu'elle. Il allait à l'école, mais petit à petit, cela fait 2-3 ans. Nous aussi, nous sommes en train d'être touchés par la pollution de l'eau. On a creusé un puits, on va chercher de l'eau là-bas. Il n'existe pas de statistiques officielles, mais de nombreux habitants présentent des symptômes similaires. Paralysie, problèmes aux articulations,
jusqu'à la perte de parole. Dans cette seule famille, il y a 3 personnes affectées par un handicap physique. Cette fille a 26 ans. Les 2 garçons ont 23 et 24 ans. Ils sont handicapés physiques. La croissance de leur corps a été stoppée. Vous voyez les cheveux de la fille? Elle a juste 26 ans. C'est ma sœur. Elle allait bien jusqu'à ses 12 ans. Ensuite, elle a été affectée par la pollution de l'eau. Elle est handicapée. Elle ne peut pas parler. Avant, elle pouvait parler? Oui, avant, elle parlait. Ça va de là à là. Regardez son pied aussi. Lors de leur passage, les médecins de l'État comptabilisent 209 personnes atteintes de problèmes de santé, potentiellement dus à la pollution. Pour les habitants, le suspect numéro 1, c'est Birla. Ils accusent l'usine de s'être débarrassée de ses déchets dans la rivière pendant des décennies. On est allé là-bas. Ils nous ont dit qu'ils n'ont rien à voir avec son handicap, que ce n'est pas de leur faute. Ils ne nous ont jamais écoutés. Ils ne veulent pas nous aider. Le village de Parmarkedi n'a pas l'eau courante. Les habitants boivent l'eau des puits alimentés par la rivière Chambal. En 2018, Birla s'engage à distribuer de l'eau potable. L'entreprise finance 6 livraisons quotidiennes, fournissant 90 litres d'eau à chaque famille. L'eau potable est fournie par l'entreprise. Pourquoi l'entreprise fournit-elle gratuitement de l'eau? Parce qu'ils savent qu'ils sont responsables de la pollution. Sinon, ils ne donneraient pas d'eau. Ce n'est pas seulement ce village, mais 22 villages en tout. Ils savent bien qu'ils sont responsables de la pollution. Mais ils ne fournissent que l'eau pour boire, pas pour les autres usages. Pour arroser leurs champs, les paysans de Parmarkedi utilisent toujours l'eau polluée de la rivière Chambal. En janvier 2020, les autorités ont ordonné à Birla d'améliorer la qualité de l'eau en aval de l'usine. Le groupe Birla réfute toute responsabilité et affirme que la pollution de l'eau n'est pas liée à la production de viscose. Look, general condition. Ben, ये हाथ में शक्ति है क्या? ऐसे ऐसे? और मुट्ठी बंद पाती है क्या? नहीं बंद। पाँव पे खड़े हो पाते हो क्या? हाँ? नहीं. Pour prouver que la pollution est responsable des maladies qui frappent les habitants des villages, il faudrait mener de vastes études épidémiologiques. Mais les autorités n'en ont jamais eu la volonté. À commencer par le docteur Chola. En tant que médecin-chef, il aurait pu donner l'alerte. Franchement, nous ne voulons pas nous opposer à l'usine. C'est une bonne usine. Ils donnent du travail à toute la ville, au pays. On devrait être fiers de cette usine en Inde. C'est l'une des premières d'Asie. Le lien entre les maladies des riverains et la pollution de la rivière n'a pas été démontré. Et à ce stade, rien ne permet d'incriminer l'usine. D'autant que d'autres industries sont présentes. Mais en janvier 2020, pour la première fois, l'Agence de contrôle de pollution de l'État du Madhya Pradesh réagit. Elle demande à Birla de lancer une étude indépendante
consacré aux effets de la pollution sur les populations riveraines de l'usine. En attendant, la demande mondiale de viscose explose. À Nagda, l'usine va augmenter sa production et sera bientôt agrandie. La mode durable, ça n'existe pas. Pas avec les technologies actuelles. Désolé de vous décevoir, mais non. Tout le monde veut vendre de belles histoires. Si on bascule en bio et qu'on augmente les salaires des ouvriers, le problème sera réglé. Eh bien non, vous ne pouvez pas dire ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une grosse boîte dans un coin du magasin avec un beau logo recyclable dessus que le problème sera résolu et que vous pourrez acheter encore plus de vêtements. Vous savez quoi? On ne peut pas recycler. Techniquement, on peut, mais pas d'une façon écologique. La mode veut nous faire croire qu'elle va devenir durable. Mais dans les faits, c'est le contraire qui se produit. La durée de vie d'un vêtement de fast fashion est limitée. Et pas seulement parce qu'on s'en lasse vite. Ce vêtement n'a pratiquement pas été porté, mais on peut déjà voir ici des traces d'usure autour des hanches. Sur cette robe, on voit très clairement que les fibres sont devenues rugueuses en peu de temps. La conséquence est qu'elle a déjà l'air usée. Selon moi, il est impossible de vendre ces vêtements de fast fashion dans un magasin de seconde main. En Allemagne, les consommateurs veulent toujours faire des dons. Ils souhaitent que leurs vêtements profitent aux nécessiteux. Mais quels sont les nécessiteux en Allemagne qui ont besoin de ces vêtements? Là, franchement, on ne voit pas très bien. Aujourd'hui, ces habits sont donnés en masse aux organisations de collecte de vêtements, comme un déluge. Mais la part des vêtements que ces sociétés peuvent revendre est très faible. Et cela signifie que leurs bénéfices diminuent également. C'est pour cette raison que le secteur en Allemagne est sur le point de s'effondrer. À peine 1% des vêtements peut être revalorisé. Chaque année en Europe, 4 millions de tonnes de textiles finissent à la poubelle. J'ai mis ce vêtement dans le compost pendant 6 mois. Ce vêtement, typique de fast fashion, contient des fibres mélangées. Et c'est un déchet très problématique. La partie qui était 100% coton est en train de disparaître complètement. Mais ces fils de polyester, qui sont les fibres chimiques, resteront sur Terre pendant des siècles. Et toutes ces tonnes que nous produisons chaque année, au bout d'un certain temps, finiront par se diffuser dans la Terre sous forme de microplastiques. Peut-on freiner la machine folle de la fast fashion? Certes, de petites marques plaident pour un retour à la slow fashion. Une mode moins rapide, de qualité, pour en finir avec le renouvellement permanent. Des initiatives louables, mais limitées. La slow fashion ne fait pas rêver. Les études de l'Institut français de la mode le démontrent. Moins de nouveautés en magasin, c'est moins d'achats, tout simplement. La slow fashion, le consommateur n'adhère pas à cela. La slow fashion et la baisse du renouvellement a aujourd'hui mécaniquement un effet de baisse des ventes, baisse des fréquentations. Peu d'entreprises, en tout cas aujourd'hui, sont prêtes à dire « j'accepte finalement une baisse de mes revenus et de mes ventes ».
Les consommateurs savent très bien ce qu'ils doivent faire pour être plus éco-responsables. Mais la contradiction entre ce que je pense et ce que je fais est très forte dans le domaine de l'habillement. Le vêtement, c'est quelque chose qui nous représente, que nous portons sur notre peau et qui nous définit autant socialement qu'individuellement. Alors oui, je veux consommer de manière plus durable, mais les soldes arrivent et rapidement, je suis de retour dans le magasin pour faire des achats. Si je gagnais $1 à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que je dois acheter, je réponds rien. Rien. Vous avez déjà bien assez de choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête de dépenser notre argent? Arrêter d'acheter n'est pas une solution économiquement viable pour l'industrie. Donc, la fast fashion sera toujours un succès. Il y aura sans doute des efforts vers une économie plus circulaire. Il pourrait y avoir de petites améliorations dans la production, mais on ne verra pas la fin de la fast fashion.